Et aujourd'hui, dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Robert Ophel, le président de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, ce Brexit, hein, c'est dingue quand même. Ça a commencé il y a 2 ans et demi. On est à quelques heures, quelques jours de la date fatidique. On ne sait toujours pas où on va. Il y a plein de scénarios, on ne va pas tous les passer en revue. Mais c'est intéressant parce que lundi, la Commission européenne nous a dit, même en cas de hard Brexit, même en cas de scénario sans accord, encore une fois, on est prêt. La Commission européenne est prête, l'Europe est prête. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous aussi, pour les épargnants français, en cas de scénario noir, aucun épargnant français ne serait pénalisé, en dehors évidemment des effets de marché, ceux qui ont des actions, si les indices boursiers baissent, évidemment, mais sinon il n'y a pas de... Tout est sous contrôle, tout est préparé. Vous bossez là-dessus depuis longtemps, j'imagine. Hein. On va rester prudent. On va rester prudent, mais ce qui est clair, c'est que le système financier, qui est un système régulé, qui est un système supervisé, est bien préparé à ces échéances. Bien préparé à ces échéances, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des frictions, et ça ne veut pas dire, pour les épargnants français en particulier, qu'en dehors de la sphère financière, les investissements qui ont été faits dans certains secteurs ne seraient pas affectés par une sortie brutale et sans accord du Royaume-Uni. Ouais. Mais qu'on comprenne bien, au-delà des effets de valorisation, encore une fois, sur des actions, des titres qui pourraient être pénalisés, encore une fois, quel type, on comprenne bien, de dysfonctionnement ou de complications pourrait concerner les épargnants qui ont des placements financiers en France? En cas, encore une fois, de scénario noir, de hard Brexit. Il y a... Le pire. Qu'a-t-on essayé de prévenir? Exactement. Qu'a-t-on essayé de prévenir? Il y a toute une série de choses. Pour un épargnant, par exemple, un épargnant qui a aujourd'hui un PEA, dans son PEA, il y a des valeurs britanniques. Demain, il ne pourra plus y en avoir, puisque le Royaume-Uni ne sera plus... Bon, ouais, mais c'est pas méchant. Donc, c'est une conséquence. C'est pas méchant, sauf que si tout le monde vendait en même temps les mêmes valeurs de façon précipitée, alors que la liquidité de certaines n'est pas forcément énorme, ça poserait problème. Les Français qui ont des titres britanniques dans mais leur PEA. ils ne le savent pas forcément. Parce que quand vous avez dans votre PEA des parts de fonds ou des actions de SICAV, si celle-ci est éligible, bien sûr, au PEA, elle peut avoir. Ah, donc c'est un vrai sujet, je n'ai pas compris. Non, donc on a pris des mesures, le gouvernement a pris des mesures dans l'ordonnance pour donner du temps à faire ces ajustements. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez, nous sommes prêts parce qu'on a donné du temps pour effectuer... C'est le seul sujet, ça? Non, je le mentionne parce qu'il a... Il est parlant. Mais parce qu'il est parlant. Mais vous avez à beaucoup de niveaux des contrats, des opérations qui sont en cours entre des acteurs français ou de l'Union à 27 et des institutions financières britanniques qui, demain, ne pourront plus être réalisés sans qu'il y ait transfert de ces contrats de l'autorité, de l'institution britannique vers une implantation de l'Union. Ça veut dire qu'il y a des risques de perturbation dans les cotations de produits, parce qu'il y a ce sujet sur les produits dérivés, avec encore une fois des produits qui sont parfois compensés, alors vous êtes plus expert que moi, depuis la City, il y a des risques de perturbation dans la cotation de certains produits financiers qui pourraient être logés dans c'était le point de cette compensation centrale a été identifié dès l'origine comme étant le point probablement le plus sensible pour les marchés financiers de rupture en cas de sortie brutale du Brexit. Et la Commission européenne, puisque tout ça se fait au niveau européen, a décidé de donner une équivalence temporaire aux chambres de compensation britanniques afin de pouvoir éviter ce qu'on appelle un cliff edge, là, vous savez, l'effet de falaise, de dire le jour où donc on va pouvoir le gérer dans le temps. Et c'est de ce point de vue-là que je dis que nous sommes globalement prêts à limiter les dégâts, entre guillemets, en cas de Brexit dur. Limiter les dégâts, donc il y aura quand même des dégâts. Parce qu'on ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas tout prévoir et autant les très grands établissements se sont mis vraiment en ordre de marche, autant des petits établissements, le paysage financier au Royaume-Uni
et dans l'Union, il est très divers. Par exemple, des petites sociétés de gestion, des petites entreprises d'investissement. Oui, c'est intéressant. Et donc, si on est client et qu'on a une SICAV, un FCP... Il n'y a pas de... Donc, on donne pas de nom. C'est juste... Qu'est-ce qui peut se passer concrètement quand on est client, qu'on a des parts de FCP ou de SICAV d'une petite société de gestion? Là, on n'a pas sur les établissements, français, je n'ai pas d'inquiétude. Ok. Donc en cas, encore une fois, on passe après notre sujet, que je comprends bien, encore une fois, de Brexit dur, pour les épargnants français, les dégâts seraient limités. Très limités. C'est ce que nous avons fait en sorte collectivement que ça soit le cas, et j'espère que nous aurons... D'ailleurs, peut-être n'aurons-nous pas à le vérifier. Non, bien sûr, on se place dans le scénario du pire. Qui est maintenant au 12 avril. Ça y est, alors pour le coup, j'ai raté un métro. Ça y est, c'est... Maintenant, c'est plus le 29 mars, c'est le 12 avril. Si d'aventure, non, c'était conditionné au fait qu'elle puisse faire voter. Non, s'il y a un vote négatif, s'il n'y a pas de vote... Donc on s'est donné 15 jours de plus. Oui, pour assurer un certain nombre de textes au Royaume-Uni qui permettront... Alors c'est intéressant parce qu'en Europe, on parle souvent de l'union bancaire qui est beaucoup plus avancée pour le coup que la supervision des marchés qui est votre... Qui ne l'est pas du tout. Oui, là, c'est ça que je fais de l'euphémisme qui ne l'est pas du tout, vous avez raison. Enfin, je suis un peu brutal, mais qui l'est très peu. À qui la faute? C'est quoi C'est toujours pareil, c'est une volonté politique qui manque parce que chacun veut conserver ses prérogatives de supervision de son marché. Il y a clairement une volonté politique et de ce point de vue-là... Pourquoi ça réussit sur les banques et pas sur la supervision des marchés? Parce que l'un systémique n'est pas l'autre. On a eu une crise très très violente dans le système bancaire. Et l'union bancaire, c'est une union dont le périmètre est aujourd'hui le même que celui de l'union monétaire. La zone euro, union bancaire. L'union des marchés de capitaux, les marchés, c'est l'ensemble des 28 pays, des 27 demain, sans doute, mais des 28 pays. On n'est pas sur le même périmètre, et du coup, ça génère des problèmes un peu différents. Mais encore une fois, aujourd'hui en Europe, on a 28 et bientôt 27 régulateurs nationaux qui supervisent, encore une fois, leurs marchés nationaux. On se dit, mais en quoi l'épargnant français serait mieux protégé si d'aventure, et vous plaidez pour, je crois qu'il y a une supervision, un superviseur unique européen des marchés au global. Ça dépend sur quel standard on s'aligne, c'est toujours pareil. Un SMIC européen, c'est super, mais si c'est calé sur le SMIC bulgare, je ne suis pas sûr que ça pèse en France. Vous voyez bien. La supervision européenne que l'on souhaite, c'est une supervision avec un standard élevé. Pourquoi est-ce nécessaire? Aujourd'hui, le fondement de l'Union, d'une manière générale, c'est la libre prestation de services et la liberté d'établissement. C'est-à-dire que quand vous avez un produit financier que vous développez dans un pays, vous pouvez, en principe, le vendre dans l'ensemble de l'Union. Je dois dire, ce phénomène-là appelle mécaniquement, de mon point de vue, une supervision unique. Pourquoi? Parce qu'on a une tendance à développer des produits dans des pays qui sont des pays de taille réduite et de les vendre dans l'ensemble avec une réglementation alors même qui n'est pas la même que chez nous. Qui peut être différente et alors même qu'on n'a pas de clients dans le dit pays. Or, quand un superviseur, un régulateur a une autorité sur des produits financiers qui sont vendus uniquement en dehors de son périmètre de responsabilité, je dois dire, ce n'est pas un alignement formidable pour la sécurité, des épargnants. Il y a un sondage qui va vous interpeller, à mon avis, Robert Ophel, en tant que patron de l'autorité des marchés financiers. Ce sondage Odoxa pour les Échos, qui nous dit quoi, qui est sorti je sais pas, il y a 10 jours, et qui montre que seulement 1 Français sur 5 est prêt à investir en bourse. 1 Français sur 5. Comment on explique, mais ce n'est pas nouveau, ce désamour, encore une fois, pour les marchés financiers, pour les actions, pour la bourse? Il y a cette aversion avec l'argument qui ressort en premier que c'est cette peur de perdre de l'argent. C'est vrai qu'à court terme, on peut perdre de l'argent. 2018, moins 10 sur le CAC 40, voilà. Mais dans la durée, c'est prouvé que les actions surperforment dans la durée. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est fichu ou Rien n'est jamais fichu. Il y a comment améliorer la situation. Il y a évidemment il y a plusieurs canaux. Le canal, c'est d'abord l'explication
l'éducation financière. On essaye ici, sur Boursorama, d'y contribuer. Merci de le faire. Et ça passe aussi par les écoles, les lycées, plus jeunes. Ça, c'est un élément. Mais on voit bien qu'on est sur le moyen et long terme. Il y a une allergie au risque en France. C'est normal. Vous voulez pas de risque et de la liquidité. Hein, c'est pas possible ça. À l'ère des taux bas, c'est pas possible ça. C'est-à-dire que c'est la recette absolue pour être certain de perdre de l'argent en termes réels. Ouais. C'est absolument le cas. Les Français l'ont compris ça. Je crois qu'ils sont en train de le comprendre. En particulier avec les taux que nous avons sur les livrets A, les taux qui baissent sur l'assurance vie en euros. Ouais. Mais évidemment, un des axes très très importants, et je crois que la loi Pacte, qui va bientôt aboutir, donnera des éléments complémentaires pour favoriser l'épargne retraite. Parce que investir en bourse, ça n'a de sens que sur le long terme. Évidemment. Et le long terme, ça se prépare quand on est jeune. Et les améliorations qui sont dans la loi sont pour moi un facteur d'espoir. Après, ce qui n'a pas aidé, c'est vrai que depuis 20 ans, ça a été prouvé aussi, l'immobilier a fait quasiment aussi bien que la bourse. Donc finalement, les Français n'ont pas fait un mauvais choix depuis 20 ans. Mais projeter ce qui s'est passé depuis 20 ans sur les 20 prochaines années, c'est périlleux. Moi, j'irai pas. Personne ne sait, vous me direz. Et nous en avons besoin de renforcer les fonds propres de nos entreprises pour favoriser l'innovation, pour favoriser un certain désendettement, parce que l'endettement est élevé, donc nous avons à rééquilibrer ces financements. La loi Pacte, encore une fois, est là pour aider les Français à faire plus d'épargne salariale, mieux préparer leur retraite. Mais quand on regarde le nombre de Français, et là je me réfère à vos chiffres, chiffres AMF, Kantar, TNS qui date de 2017, le nombre de Français actionnaires individuels en direct ou via des placements collectifs, c'est dingue, 3 700 000 Français. C'est 2 fois moins que 15 ans avant, était à plus de 7 millions en 2003. Encore une fois, il faut encourager. On encourage quoi? L'actionnariat individuel, l'actionnariat salarié, la retraite, tout ça en général. On met le paquet. Il faut tout encourager, mais de mon point de vue, l'actionnariat dans l'entreprise, plan d'épargne entreprise, PERCO, c'est un vecteur vraiment fort de développement de l'actionnariat. Après, on cumule le risque. Non, on n'est pas toujours. Non, mais on n'est pas tout. Attention. Hein. Ça dépend ce qu'on met dans son PE. Mais vous faites un PERCO piloté, par exemple, comme on va essayer de le favoriser avec la nouvelle loi et en permettant de combiner tous ces placements au fur et à mesure de la carrière dans un seul véhicule. Je crois que là, on a des outils très puissants pour favoriser l'épargne retraite, l'épargne salariale. C'est d'ailleurs, je crois, cette semaine, la semaine de l'épargne salariale. Absolument. Et toute l'industrie, nous soutenons cela à l'AMF, est là pour expliquer et essayer de convaincre de l'intérêt de ces... Parce qu'autre mission, on rappelle, surveiller les marchés, protéger les épargnants. Si on fait un petit bilan comme ça, c'est quoi les plus grosses sanctions que vous avez pu... sur lesquelles vous avez pu vous prononcer? Encore une fois, il y a une commission des sanctions à l'AMF. Et la question est liée, mais c'est de se dire, il y a beaucoup de Français qui vous appellent aussi. Il y a le centre d'épargne, le centre épargne info-service de l'AMF. C'est quoi les griefs les plus courants qui reviennent? C'est quoi? C'est des gens qui perdent de l'argent sur deux domaines un peu différents. Oui. Épargne info-service, c'est à peu près 1000 appels par mois. À peu près 1000 appels par mois, dont 200 qui consistent en des réclamations ou des identifications de mauvaises pratiques. Et 800 qui sont des demandes d'information. Donc, tous les mois, nous avons environ 200 appels qui sont des réclamations. Et dans la plupart des cas, il s'agit de mise en évidence d'escroqueries pures et simples. Et les escroqueries classiques, c'est malheureusement des plateformes qui vous proposent des produits miracles.
Alors les produits miracles, à un moment, c'était le Forex, les options binaires, ensuite ça a été le diamant. Actuellement, c'est beaucoup tout ce qui tourne autour de cryptoactifs. Mais ce qui est en cause, ce n'est pas le produit lui-même, c'est que dans la plupart des cas, ces plateformes sont des plateformes fantômes. Vous n'achetez rien. Parce qu'il y a des plateformes qui font vraiment leur boulot. Il y en a qui le font. On peut traiter sur du Forex. Alors après, statistiquement, c'était prouvé que 90%, dans 90% des cas, on perdait de l'argent. Mais là, pour le coup, s'il n'y a pas une escroquerie derrière, on peut véritablement, si on veut, miser sur l'évolution. Et donc, nous avons, à l'AMF, nous tenons des listes noires de ces plateformes, qu'on fait d'ailleurs fermer régulièrement. Mais quand vous les faites fermer, il y en a d'autres qui rouvrent. Mais il y en a d'autres qui rouvrent, etc. Ce que l'on trouve aujourd'hui, d'ailleurs, j'évoquais les cryptoactifs. Aujourd'hui, on a beaucoup de... C'est les cheptels. On vous propose d'acheter des parts de cheptels de vaches laitières, etc. Ça, c'est la nouvelle arnaque en ce moment. Enfin, pas forcément arnaque, mais il y en a certaines, oui, absolument. Ou des vignobles, ou des vins, ou des terres rares. Enfin, et il n'y a rien derrière. On n'a pas de... Mais dans beaucoup de cas, il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que ça attire. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est, à côté des listes noires, développer des listes blanches, c'est-à-dire de plateformes qui font bien leur boulot. Font le travail convenablement par rapport... Alors ça ne veut pas dire que le produit n'est pas risqué. Quand vous achetez un diamant, vous avez un risque spécifique. Mais au moins, ce sont des gens qui existent, une activité réelle existent et qui effectivement achètent des diamants. Et nous allons le faire pour les cryptoactifs. C'est pour quand, cette liste blanche? Alors, cryptoactifs, nous allons commencer, la loi Pacte nous donne les éléments pour pouvoir mettre en œuvre cela. Donc, nous allons proposer des visas optionnels pour les ICO, probablement à partir du mois de septembre, à la rentrée. Et donc, ça concerne vraiment les particuliers, les ICO au moins... il y a un cadre, au moins il y aura un cadre. Au moins il y aura un cadre. Ouais. Et je ne veux pas inciter les gens à y aller, mais simplement de dire, là, il y a eu un visa qui a été donné, ça existe. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin? On finit là-dessus, Robert Hoffel. Beaucoup de Français ont dû perdre de l'argent, enfin ceux qui sont rentrés dans les derniers, comme souvent quand on rentre en... Alors il y a ceux qui ont perdu parce qu'ils ont acheté du Bitcoin au mauvais moment et ça a dit la valeur. On est quand même à 4 000, on est à moins de 4 000 $ le Alors Bitcoin. Alors c'était 20 000, ça a touché 20 000, donc ça c'est un. Et puis l'AMF dès le départ a vraiment alerté. Oui, bien sûr. Ah, oui, je pose la question. Vous avez alerté en disant c'est un clip qui est spéculatif. Absolument. Attention. Absolument. Nous avons fait ça dès le début et d'ailleurs de manière parfois humoristique, hein, parce qu'on avait eu des tweets bizarres de telle ou telle personne célèbre qui vantait les mérites. Ah, de télé-réalité, ça me revient. Voilà, c'était Nabila, ça me revient. On a fait ça. Mais aujourd'hui, pour donner un exemple, l'an passé, nous avons eu dans les réclamations à peu près pour 55 millions d'euros de perdus. De perdus, non pas sur des mauvais placements de Bitcoin, mais sur des placements sur des plateformes qui n'existaient pas. Voilà. 55 millions l'an passé. Et donc, bon, il y en aura moins maintenant avec un Bitcoin à moins de 4 000 $. Il y en aura moins et nous allons poursuivre notre action résolue. Bon, merci d'avoir été avec nous. Donc, Robert Hoffel, le président de l'autorité des marchés financiers, qui était l'invité de la grande interview, en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.